Notre collaboration a pour objet d'essayer de mieux comprendre l'évolution des cancers chez les différents patients. Alors, depuis très longtemps, on sait qu'un même cancer ne va pas se manifester d'une manière similaire chez un patient ou un autre patient. Et cette différence entre les patients dans l'évolution de la tumeur, l'agressivité de la tumeur, est appelée l'hétérogénéité tumorale. Et le but de notre recherche, c'est de mieux comprendre cette hétérogénéité tumorale chez les patients qui arrivent avec un cancer à l'hôpital Erasme et de pouvoir essayer, en comprenant ça mieux, de pouvoir leur proposer des stratégies alternatives pour leur traitement. Vous vous posez sûrement la question, qu'est-ce qui se passe quand on diagnostique un cancer à l'hôpital? Alors c'est votre oncologue qui vous donne le résultat, mais derrière tout ce diagnostic, il y a énormément de corps de métier que vous ne connaissez peut-être pas. Les radiologues qui vont, à partir d'une tumeur telle que vous la voyez ici, définir toute une série de critères. Vous voyez déjà qu'il y a une hétérogénéité dont parlait Cédric Blancpain juste auparavant, hétérogénéité dans l'aspect de la tumeur. Et vous devez savoir que le diagnostic de cancer ne se pose pas de manière très facile et la fiabilité ne peut être obtenue que lorsque vous opérez ces tumeurs. Par exemple, vous voyez ici ce cliché de résonance magnétique d'une tumeur cérébrale. Je dis bien tumeur parce que en l'état, on ne peut pas encore, on a des signes présomptifs, mais on ne peut pas encore s'assurer à 100% qu'il s'agit d'un cancer. Mais on voit déjà, pour revenir sur ce que Cédric Blancpain vous a dit, que cette tumeur est très hétérogène. Vous voyez des zones kystiques, des zones qui prennent le contraste. Et pour être sûr qu'il s'agisse bien d'un cancer, nous avons besoin des chirurgiens et nous avons besoin d'analyser ces pièces opératoires, comme vous le voyez sur l'écran, pour avoir la confirmation du diagnostic de cancer. Donc c'est une chaîne de diagnostic qui est assez longue et complexe. Une fois que vous avez ce diagnostic de cancer, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Il faut pouvoir, toujours en répondant à la question de l'hétérogénéité des cancers, pouvoir prédire quel type de traitement va être le traitement adéquat pour ce cancer chez ce patient bien défini. C'est le métier de l'anatomopathologiste qui va rechercher, en fonction de la morphologie de la tumeur, comment le patient va répondre à cette tumeur. Ce qui est le plus connu, c'est par exemple le cancer du sein, où vous pourrez mettre en évidence la présence de récepteurs d'œstrogène et de progestérone et donner une hormonothérapie. Ça, c'était le tout début du traitement personnalisé du cancer. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a énormément de cibles différentes qui sont mises en évidence et ces cibles vont nous permettre de donner aux patients les thérapies les plus adéquates possibles. C'est un petit peu l'objet de notre projet. Actuellement, on découvre quasi tous les mois, tous les 3 mois, de nouvelles cibles thérapeutiques pour lesquelles les industries pharmaceutiques nous mettent à disposition des thérapies. Et donc, de plus en plus, on ne va plus soigner un groupe de cancers qui a une présentation particulière, tant au niveau radiologique que microscopique, mais bien un cancer bien spécifique pour un patient pour lequel on aura caractérisé les différentes cibles moléculaires et protéiques que présente ce cancer. Alors comment on va s'y prendre pour essayer de comprendre l'hétérogénéité de chacun des patients? Comme vous a dit le professeur Salmon, l'endroit où arrivent les échantillons des cancers est l'anatomopathologie. Et donc ce qu'on va faire, c'est d'abord on va essayer de caractériser au niveau anatomopathologique de la manière la plus précise qu'on peut avoir avec les techniques usuelles dans l'anatomopathologie. Mais comme vous a dit aussi le professeur Salmon, en général, on utilise en anatomopathologie 2-3 marqueurs pour essayer de sous-classifier les différents cancers. Aujourd'hui, ce qu'on a appris avec les nouvelles techniques moléculaires, c'est qu'on peut regarder non pas le cancer sous l'œil de 2-3 marqueurs, mais on peut voir le cancer sous l'œil de tous les gènes qui sont exprimés dans une cellule. Il y a environ 30 000 gènes chez l'homme, et donc on peut dire pour chacun des patients, quels sont parmi ces 30 000 gènes, lesquels sont mutés, altérés, dont la fonction va être changée. Et donc, on va essayer, une fois qu'on connaîtra l'ensemble de ces mutations, potentiellement, on pourra connaître les médicaments auxquels ces cancers pourraient potentiellement répondre. Ça, c'est une première chose. Et donc, nous allons aussi prendre le cancer du patient et le transférer à une souris. Alors, pourquoi transférer ce cancer à une souris? Parce qu'en fait, on a montré que quand on transfère ces cancers à une souris, ça récapitule très bien le cancer chez le patient. Et donc on peut quelque part
fait traiter les souris avec les médicaments qu'on pense donner aux patients pour savoir, 1, est-ce que ce médicament est efficace, et 2, est-ce que ce médicament est toxique, et 3, est-ce que ce médicament va pouvoir éventuellement éradiquer la maladie. Et quand on aura fait ça chez la souris, on va potentiellement revenir chez le patient. Et si par malheur les choses tournent mal dans le traitement du patient, on pourra éventuellement proposer des solutions alternatives pour le traitement du patient et espérer sauver le patient de sa maladie. Cela peut paraître simple de mettre ensemble des équipes de chercheurs dits fondamentaux et des cliniciens. La réalité, c'est que c'est vraiment très très compliqué. Chaque équipe a ses contraintes. Le chirurgien doit opérer à ses limites de temps, ses disponibilités des salles d'op. Le pathologiste doit répondre aux extemporanés, doit faire ses diagnostics. Il y a une pression clinique qui fait que la liberté de temps est quand même réduite. Le chercheur, lui, a aussi toute une série de contraintes propres à son métier. Et mettre tout ce petit monde ensemble n'est pas chose facile. Mais nous avons quand même quelque chose qui nous unit tous ensemble, c'est la volonté d'apporter très très vite une plus-value pour nos patients. Et grâce au fonds Erasme, nous allons pouvoir mettre toute la logistique nécessaire à la mise en commun de ces équipes. Il ne faut pas non plus sous-évaluer le coût de toutes ces analyses qui, bien entendu, ne sont que partiellement remboursées par la sécurité sociale. Et analyser toutes les cibles possibles dans un cancer, avoir cette vue globale, exhaustive du cancer, dans sa particularité, a un coût important. Nous ne pourrions pas le faire si le fonds Erasme ne nous avait pas sponsorisé pour cette étude.